quelques bons copains. Il y avait François, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser des ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fou et content, le cœur un peu vague pourtant, de n'être pas seul un instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main ou lier un peu les copains, la bicyclette. On se disait c'est pour demain. J'oserais demain, quand on ira sur les chemins à bicyclette. Bonjour, ben voilà, ça marche. Bonjour tout le monde, ravi de participer à ces premières rencontres du vélo et des mobilités douces. Alors, vous êtes un peu moins nombreux que la première table ronde, j'espère que ça va se remplir. C'est peut-être le temps de la pause café, et en effet, il y a pas mal de stands dans le forum qui donnent envie d'aller faire un tour et de déambuler. Alors, pour cette table ronde, on a comme thème un thème un peu plus technique que précédemment. On va vraiment s'intéresser à quels sont finalement les aménagements et les équipements qui vont permettre d'accélérer ou en tout cas d'encourager la pratique des modes actifs en ville. Et pour parler de ce sujet, je suis ravie d'accueillir 4 intervenants et intervenantes que du coup je vais vous présenter selon l'ordre du diaporama. Donc déjà monsieur Jean-Marc Lullier, directeur technique régional du groupe Eiffage Route Grand Sud. Bonjour Jean-Marc, merci d'être présent. Nous avons également Anaïs Cadier, directrice de l'aménagement de l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée. Bonjour à tous. Alors, bonjour. Très bien, ça marche comme ça. On fait un petit test micro par la même occasion. Et puis donc, on a monsieur Sylvain Michelon, chef du groupe aménagement urbanisme du département territoire, ville, bâtiment du CEREMA. Merci d'être présent. Bonjour à toutes et à tous. Et enfin, madame Gatchian, que vous avez déjà rencontrée tout à l'heure pour la plénière d'ouverture, adjointe à la mobilité à la ville de Marseille. Merci Audrey Gatchian d'être parmi nous. Alors, avant de donner la parole aux différents intervenants, j'avais quelques petites données. J'en avais sélectionné 3 qui m'interpellaient pour amorcer le sujet des aménagements cyclables. Le premier, c'est, peut-être que vous le connaissez déjà, c'est la part modale des modes actifs à l'échelle de la métropole Aix-Marseille-Provence. Donc aujourd'hui, sur les déplacements domicile-travail, la part modale de la marche est de 7% et la part du vélo est de 1,4%. Alors je dis aujourd'hui, en fait, c'est des chiffres qui datent de 2019. On n'a pas encore les nouveaux chiffres, mais donc on voit bien que voilà, les modes actifs ont encore une part assez faible dans les modes de transport des actifs. Et pourtant, si on regarde d'autres chiffres, on se rend compte que 57% des métropolitains travaillent dans leur commune de résidence. Donc chiffre assez intéressant, on voit bien là le potentiel élevé des modes actifs. Peut-être à nuancer, mais en tout cas, c'était surtout pour vous faire un peu réagir sur ces données-là.
Une autre donnée que j'avais pointée, c'est selon un sondage OpinionWay qui avait été réalisé par la FUB, 60% des Français se sentent en confiance pour effectuer les trajets quotidiens à vélo. On se dit, tiens, 60%, c'est quand même assez important. Et quand on regarde de plus près, en fait, dans ces 60%, il y en a quand même 50% qui répondent à condition qu'il y ait des pistes cyclables pour rouler à l'écart des voitures. Donc voilà l'enjeu qu'on a bien abordé précédemment, des aménagements cyclables pour pouvoir répondre à ces personnes qui souhaiteraient se mettre au vélo, mais qui ne se sentent pas suffisamment en sécurité. Et enfin, un dernier petit chiffre qui a été publié récemment par le réseau Vélo et Territoire. Aujourd'hui, en France, en moyenne, seuls 3% de la voirie est cyclable. On voit bien qu'il y a en effet une marge de progression assez importante. Et donc, je parle de voirie, je parle également d'aménagement. Il faut des aménagements pour développer des pratiques partout en France. Et du coup, ça fait le lien avec Monsieur L'Huillier du groupe Eiffage, qui du coup va nous présenter rapidement quel est le métier d'Eiffage et en quoi, finalement, Eiffage agit aujourd'hui sur des aménagements cyclables. Alors Eiffage est constructeur de toutes les infrastructures de mobilité. On parle bien sûr à la fois de territoires ruraux, de territoires urbains, de voies principales, de voies secondaires, de transports en commun, mais aussi bien sûr de mobilité douce. On travaille aussi sur les enjeux d'entretien du patrimoine routier et d'aménagement urbain au sens large. Très bien. Vous m'aviez évoqué des ambitions liées au défi de la transition écologique portée par le groupe. Est-ce que vous voulez nous en dire un petit mot ? La transition écologique, elle peut s'appréhender sur plein de domaines différents. On peut parler d'économie circulaire, et ça, c'est des choses qui sont déjà traitées de manière très ancienne. On n'a pas attendu 2022 pour réemployer les matériaux qu'on trouve dans la ville, pour recycler. Donc ça, c'est quelque chose qui fait partie aujourd'hui de notre modèle économique au quotidien. Et on investit fortement encore pour développer davantage encore cet enjeu de recyclage. Après, il y a aussi toute l'approche bas carbone, la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, très clairement, le groupe Eiffage, il a la volonté de s'aligner sur le respect de la trajectoire 1,5 degré en termes de réchauffement climatique. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est bien. Comment ça se traduit concrètement ? Ça se traduit concrètement par des objectifs chiffrés de réduction de nos émissions de CO2 en propre, c'est ce qu'on appelle les scopes 1 et 2, c'est nos émissions internes, où on a pour objectif de réduire de 46% à échéance 2030, par rapport à l'année de référence 2019, nos émissions de CO2. En sachant que le plan d'action il est déjà en place, on n'a pas attendu pour le mettre en place, et qu'on va avoir les premiers résultats qui vont pouvoir se quantifier dès cette année. Et puis, bien sûr, il y a aussi, pour les spécialistes, ce qu'on appelle le scope 3, c'est-à-dire, pour le faire simple, c'est tous nos achats, que ce soit des achats de fournitures, de services, de matériel, de location, sur lequel, là, on a un objectif de réduction de nos émissions de 30%, et on y travaille avec nos fournisseurs, avec un dernier objectif qui est la neutralité carbone à échéance 2050. Très bien, donc on comprend mieux le métier et le contexte. Et par rapport à ces engagements de neutralité carbone, comment ça se traduit concrètement si on parle maintenant des aménagements cyclables? Est-ce que vous avez des recherches de produits, de matériaux qui auraient un impact carbone un peu moindre? Et est-ce que vous voulez en parler? Alors on voit à l'écran qui défile, donc qui peut éveiller votre curiosité, quelques images. Est-ce que vous voulez du coup nous commenter ces images et nous expliquer un petit peu quel est aujourd'hui l'état des lieux des réflexions et des productions du groupe? Notre R&D, notre innovation, en fait, elles sont tournées vers justement ces enjeux de la transition écologique. Eiffage a développé toute une gamme de liants végétaux qui vont substituer au bitume, qui est d'origine pétrolière, je rappelle, qui est la matière première qu'on utilise aujourd'hui pour faire des routes. Cette gamme végétale, ce liant végétal, en fait, il est issu de l'industrie papetière. C'est un coproduit en fait de l'industrie papetière qu'on valorise aujourd'hui pour faire des nouveaux revêtements qui couvrent tout le champ tout le panel, je dirais, des infrastructures. On en fait sur autoroute, on en fait sur des routes du réseau secondaire et on en fait, comme vous le voyez là aussi, sur les modes de déplacement doux. Donc ce que vous avez à l'écran là, c'est BioClair. L'intérêt d'utiliser des liants végétaux, c'est que ces liants végétaux, en fait, c'est des puits de carbone. Donc c'est vraiment un intérêt pour nous de réduire nos émissions, c'est de proposer aussi aux collectivités des solutions pour réduire l'impact environnemental des opérations qu'elles lancent. Très bien, donc ce nouveau revêtement en BioClair, on le voit, a des vertus intéressantes, vous l'avez dit, issu de la sylviculture, donc avec une matière première de développement durable.
Et est-ce que vous pourriez nous dire s'il a déjà été testé sur un quartier, sur une rue récemment, et quels sont finalement les retours de cet aménagement de revêtement particulier? Alors, il y a plusieurs endroits où Bioclair a été testé. Hein. On le voit sur les photos qui défilent. On le teste, alors des fois dans des cours d'école, sur des enjeux de désimperméabilisation. On en a fait d'ailleurs pas très loin d'ici. C'est justement la photo que vous avez là. C'est une cour d'école au Pen Mirabeau. On fait aussi beaucoup de pistes cyclables, de voies cyclables avec Bioclair. On en a fait dans le Var, on en a fait dans les Bouches-du-Rhône, à Salon de Provence. Très récemment, on a fait la corniche, un bout de la corniche Kennedy entre la plage du Prophète et le futur village olympique. Et puis, on a une belle opération aussi là, qui est en cours de se terminer pour le compte de la Soleam sur Vallon-Régny, donc toujours à Marseille, où on a à la fois des pistes cyclables avec des enjeux de revêtement qui sont perméables, de laisser l'eau s'infiltrer dans le sol, parce que ça, c'est aussi un des autres enjeux des infrastructures aujourd'hui, et puis des zones piétonnes qui sont aussi traitées avec Bioclair. Sur Vallon-Régny, très clairement, ce qu'on recherche, il y a plusieurs enjeux. Le premier, c'est de réduire l'empreinte carbone de l'opération. Donc ça, c'était aussi une volonté forte du maître d'ouvrage. Et on voit quand même que de plus en plus, les collectivités ils vont sur ces sujets-là. Alors, il y a encore du chemin à parcourir, mais on sent cette volonté d'aller sur ces enjeux-là. Il y a aussi l'intérêt d'avoir des revêtements clairs comme celui-ci, c'est d'améliorer l'albédo et donc de lutter contre la problématique des îlots de chaleur urbains. Peut-être préciser ce que c'est l'albédo. Alors l'albédo, c'est la capacité finalement d'un matériau à réfléchir en fait le rayonnement solaire. Un corps noir en fait va complètement absorber le rayonnement solaire et donc vous allez avoir une température au sol qui est très élevée. À l'inversement, un matériau clair, eh bien, il va réfléchir une partie de ce rayonnement et donc vous allez avoir une température moins élevée au sol et donc vous allez lutter contre la problématique des îlots de chaleur urbains qui sont quand même très concentrés sur les centres-villes des grandes agglomérations d'une manière générale. L'autre enjeu, c'est de désimperméabiliser. Aujourd'hui, on le cherche de plus en plus. Les agences de l'eau soutiennent d'ailleurs les collectivités dans ces travaux de désimperméabilisation, soutiennent financièrement les collectivités. C'est aussi un enjeu d'intégration paysagère. Hein. On voit quand même que c'est quand même beaucoup plus sympa qu'un revêtement noir. Et puis, ça permet aussi de dissocier les usages de biens, et ça c'est un enjeu aussi de sécurité pour la pratique du vélo, de dire, voilà, les revêtements clairs, c'est là où les cyclistes vont, le noir, ça reste pour les automobiles. Donc, c'est tous ces enjeux qui sont aujourd'hui traités sur Vallon-Régny. Très bien, mais écoutez, merci pour cette présentation très succincte. Vous avez en effet bien répondu à l'exercice. Et puis, du coup, pour ces exemples concrets d'application pas très loin d'ici, donc avec l'opération du Vallon-Régny portée par la Soleam, c'est intéressant parce qu'on voit du coup que le privé a déjà un pied en avance et qui va permettre du coup aux collectivités de s'emparer de ces innovations pour pouvoir construire des aménagements cyclables de qualité, confortable, sécurisant, mais également peu impactant et, comme vous le disiez, s'intégrant dans l'environnement urbain. Donc je vais doucement faire la transition. L'idée en fait de cette table ronde, c'est de partir de l'aménagement. Donc on le voit, un type de revêtement sur un aménagement, mais de se poser la question finalement, l'aménagement en lui seul, c'est pas lui qui va développer les pratiques, mais c'est vraiment s'il s'intègre, comment il s'intègre à la ville et s'il s'intègre à un réseau cyclable à l'intérieur d'un quartier et plus globalement de quartier en quartier et puis à l'échelle de la ville. Donc l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée a placé les modes actifs, marche et vélo et mobilité alternative à l'autosolisme au cœur de ses opérations et ses projets urbains. Et je suis ravie de pouvoir donner la parole à Anaïs Cadier qui va pouvoir nous en dire un peu plus finalement comment sont pensés ces modes actifs au sein du projet Euroméditerranée. Alors, au sein Euroméditerranée est un aménageur. Donc, le rôle d'un aménageur, pour commencer, pour réexpliquer comment est-ce qu'on arrive après aux espaces publics, c'est de concevoir un projet urbain d'ensemble sur un territoire et donc de travailler à la réalisation d'un projet urbain qui comprend des bâtiments qu'on va soit créer, soit requalifier, et des espaces publics. Et pour les espaces publics, sur l'ensemble du territoire de l'opération d'intérêt national, on est maître d'ouvrage, donc on va réaliser sur les ZAC du territoire les espaces publics des nouveaux quartiers que nous réalisons, que nous portons.
Pour réaliser l'ensemble des espaces publics, on a fixé en collaboration avec les partenaires publics nos mandants, la métropole, la ville de Marseille ici présente, l'État, la région et le département, des grands objectifs aux espaces publics que l'on va réaliser. Donc, vous les avez à l'écran. Donc ça ne regroupe pas uniquement la mobilité. La mobilité est une des briques effectivement des espaces publics que l'on crée. Mais les grands enjeux des espaces publics portent sur les 4 briques principales que vous voyez apparaître à l'écran. Donc la qualité du cadre de vie, évidemment, avec des équipements de proximité, la place du végétal, enfin je ne vais pas tous les citer, mais la qualité de l'éclairage, ça a été bien redit également dans la précédente table ronde qui précédait celle-ci. Les ambiances urbaines, la cohérence entre le projet urbain, les bâtis que l'on réalise. On ne fait pas les mêmes aménagements d'espaces publics devant une école ou devant des bureaux, par exemple. La seconde brique concerne ce qui a bien été rappelé par M. L'Huillier précédemment, les enjeux environnementaux des espaces publics. Donc comment est-ce qu'on va intégrer tous les enjeux auxquels on est confronté aujourd'hui, la végétation, la lutte contre les îlots de chaleur, donc des revêtements qui travaillent qui permettent de diminuer la problématique des îlots de chaleur en centre-ville, la perméabilité, l'importance de pouvoir faire passer la goutte d'eau sur l'espace sur lequel elle tombe. Le réemploi, l'économie circulaire, puisque comme on est maître d'ouvrage, on va être commanditaire de l'ensemble des travaux qui sont réalisés et il faut qu'on regarde ça dans le cadre d'un impact global, économie, dans un sens de limiter les gaz à effet de serre et d'économie circulaire. Et une brique également extrêmement importante, c'est la gestion à terme, donc tout le travail qu'on fait avec les futurs services gestionnaires pour permettre des aménagements pérennes, robustes, faciles à entretenir, qui permettent l'ensemble des usages qui sont nécessaires sur l'espace public, donc la collecte des déchets par exemple, la mobilité, la convivialité. Et enfin, évidemment, la mobilité. Ça, c'est la brique dont on parle aujourd'hui. Et les enjeux sur lesquels on travaille aujourd'hui sur cette partie-là, c'est comment réoffrir plus de partage de l'espace public à l'ensemble des flux, puisqu'on a globalement aujourd'hui des mobilités qui étaient, ça a été dit et redit depuis ce matin, des mobilités très tournées autour de l'autosolisme et de la voiture. Et donc le travail des nouveaux aménagements d'espace public, c'est vraiment d'arriver à repartager cet espace au profit de l'ensemble des différents modes de déplacement. Pour ce faire, on va travailler dans un cadre qui s'inscrit dans des schémas beaucoup plus larges que le territoire sur lequel nous travaillons, puisque le périmètre de l'opération est de 480 hectares au sein d'une ville qui en fait 35 000 et d'une métropole qui en fait 300 000. Donc nécessairement, les grands objectifs sont portés au niveau des échelons compétents et de décision et gestionnaire des autorités régulatrices de transport. Donc on va s'inscrire concrètement dans le cadre des objectifs du PDU. Donc vous avez rappelé tout à l'heure la part actuelle des modes actifs. Aujourd'hui, le PDU vise d'atteindre 5% au moins de part modale vélo d'ici 2030. Donc il y a des objectifs assez ambitieux pour pouvoir tripler, multiplier par 10 même la part modale du vélo. Donc sur l'ensemble, l'établissement va s'inscrire dans ces grands objectifs-là et va décliner sur le territoire les enjeux à l'échelle de la trame et du territoire. Donc là, vous avez, pour illustrer ce propos-là, l'exemple du type de tramviaire auquel qu'on a mis en place à l'issue d'un diagnostic de territoire sur les mobilités. Donc il va y avoir des études de circulation
et des diagnostics faits sur les différentes mobilités, des projections qui intègrent les projections de part modale décidées dans le cadre du PDU, donc les reports modaux sur le transport en commun, les objectifs de déplacement en vélo. Et on va décliner, du coup, on va intégrer les axes de la trame primaire et les axes interquartiers, et après le maillage intraquartier à l'échelle vraiment du quartier, que vous voyez apparaître plutôt en bleu sur les images, et en jaune, vous voyez plutôt les parties du réseau primaire et structurant à l'échelon métropolitain. C'est intéressant, en effet, on voit là s'amorcer la vision à l'échelle d'un quartier, où on voit que l'idée, c'est vraiment de repenser les voies pour différents usages, ce qui n'est pas toujours comme ça dans les quartiers jusqu'à présent. Donc là, il y a des nouveaux quartiers qui se créent, qui s'aménagent, avec cette réflexion de comment on perméabilise les modes, et en même temps on permet vraiment de hiérarchiser, que ce soit du trafic de transit sur les grands axes qu'on peut voir en rouge ou en jaune, et puis tous les petits axes à l'intérieur où l'idée c'est vraiment qu'il n'y ait aucun trafic de transit, donc des réflexions de plan de circulation, de mise en sens unique, d'impasse, et pourquoi pas aussi de voies dédiées mixtes piétons-vélos. Est-ce que du coup vous pourriez nous décrire un petit peu plus concrètement comment ça se dessine à l'échelle d'un quartier? Je sais que vous aviez un plan d'un schéma directeur cyclable qui était très intéressant, si on peut l'avoir à l'écran, pour aller un petit peu plus finement dans cette maille quartier. Ouais, c'est juste la slide suivante, ouais. La diapo suivante. Ouais. Parfait. Donc là, on a tourné la tête parce que c'était plus simple pour présenter. Donc vous avez le nord qui est plutôt sur la droite de l'écran que vous voyez, mais qui reprend le plan du territoire que vous avez vu juste précédemment. Peut-être préciser quel quartier. Oui, pardon. Alors effectivement, concrètement, vous avez donc au nord, sur la partie complètement à droite, l'axe qui s'appelle Cap Pinède-Gèze, qui est en fait la poursuite, qui reprend la fin de l'anneau de protection, du deuxième anneau de protection du centre de Marseille, qui est la suite de la L2, après à l'ouest de la 7, entre la 7 et la 55. Donc un axe fort et important, dans le cadre du PDU, c'est un boulevard urbain de mobilité identifié comme étant important. Le deuxième axe au sud, c'est le boulevard Lesseps, qui, pareil, est un boulevard urbain de mobilité important à l'échelle des déplacements du territoire, qui accueille même actuellement une autoroute à plat. Donc ça pose aussi des questions. Aujourd'hui, vous avez ce petit barreau d'autoroute qui rejoint la 7 à la 55, qui passe à plat au milieu de quartiers de ville et à côté d'écoles, par exemple. Et sur le littoral, sur le côté en haut de l'écran, vous avez le chemin de la Madragueville, et plus au nord qu'on ne voit pas, c'est le boulevard du Radou, qui est un axe assez important, enfin donc on voit complètement le long du petit bassin bleu représenté complètement en haut de l'écran. Voilà pour situer. Donc sur cet axe-là, à l'issue de la hiérarchisation des voies que vous avez vu avant, on a établi un schéma directeur vélo qui reprend le plan vélo qui est établi par la métropole. Donc on a la chance d'avoir 3 lignes métropolitaines de vélo sur le territoire, la ligne 1 qui est sur le littoral, la ligne 7 qui est sur l'axe Gèze, et la ligne 8 qui va sur l'axe Lyon-Salingros. Celles-ci, pour 2 d'entre elles, sont en réalisation. Donc ce sont des éléments importants puisque ce sont vraiment des travaux qui ont soit commencé dans le cadre du tramway pour la ligne 8, soit sont en train de démarrer, on est en train de notifier les marchés de travaux pour la ligne 7. Et pour la ligne 1, les études de conception sont en cours et portées par la métropole et vont être réalisées à court terme. Donc ça permet de s'assurer que cette partie-là du territoire est connectée de manière très efficace à l'ensemble du schéma viaire métropolitain de cyclables qui est porté par la métropole. Et donc au sein de ces grandes lignes structurantes, on va avoir des lignes que vous voyez plutôt marquées de façon pleine rouge, qui sont les lignes intraquartiers, sur lesquelles on va essayer également d'avoir du déplacement assez efficace et protégé. Et après, dans les lignes à l'intérieur des quartiers, dans le maillage quartier,
on va se retrouver dans différentes situations que je vous propose de voir éventuellement après. Voilà, donc concrètement, quand on regarde un aménagement tel qu'on est en train de les réaliser aujourd'hui, là vous avez un zoom en exemple de l'axe Gèze-Cap-Pinède, qui est entre le pôle d'échange Gèze que vous avez complètement à droite et les bassins du Radou sur la gauche. On va requalifier et réaliser sur cet axe-là un boulevard qui va correspondre un peu qui va être de l'ordre de celui du Prado au sud, puisqu'on va avoir un boulevard qui fait 40 mètres de façade à façade, qui va être traité, pour répondre à l'ensemble des enjeux qu'on a rappelés initialement, de manière très végétalisée, avec des revêtements perméables, des noues paysagères. Mais sur les enjeux vélo, l'axe étant tellement important que nous proposons d'avoir une piste cyclable bidirectionnelle de part et d'autre de l'axe, puisqu'on est sur un axe assez important. Donc il y a sur cet aménagement-là une piste cyclable indépendante des flux de piétons sur la partie nord, complètement indépendante des flux de piétons, puisque ça fait partie aujourd'hui des objectifs et des retours d'expérience qu'on peut avoir des premières pistes cyclables qui ont été livrées avec des fois des maladresses ou des dysfonctionnements. Et quand on arrive à les améliorer, on le fait. Donc là, il y en a une qui est complètement dissociée. Une seconde qui, compte tenu des contraintes pompiers, puisque la problématique qui a été aussi assez abordée ici précédemment, c'est la diversité et les différentes contraintes qui s'imposent sur le territoire. Sur la partie sud, elle sera bidirectionnelle, complète, mais pas séparée par de la végétation. Donc il y aura une séparation physique, détectable physiquement, mais elle se situe le long des aménagements piétons. Très bien, donc on voit en effet que là on a un aménagement capacitaire très sécurisant qui est lié au fait qu'on se retrouve sur un boulevard qui va quand même accueillir du trafic de transit automobile. Et donc voilà, pour le moment, c'est un aménagement qui correspond au réseau viaire très structurant. Si on s'intéresse maintenant aux liaisons interquartiers qu'on a vues tout à l'heure sur le plan, en détail, à quoi peut ressembler ce mail un peu plus fin? Alors, sur l'aménagement, vous avez envisagé Sur les liaisons interquartiers, on essaye d'avoir des aménagements assez similaires. Donc, comme on le voit sur la coupe à l'écran en haut à droite, des pistes protégées, enfin séparées des flux vélos et des flux voitures et des flux piétons. Pour permettre, pareil, quand on est dans les liaisons interquartiers, l'objectif, c'est que les cyclistes et les usagers puissent se relier facilement sans être ni mis en danger par les voitures, ni ralentis par les déambulations piétonnes ou les cheminements piétons sur des aménagements efficaces. Donc ça, c'est un exemple de liaison interquartier. Après, on a des mailles plus fines, si on peut passer à la diapo suivante. Voilà, des zones sur lesquelles on peut se retrouver sur des zones plus partagées, donc avec des zones de partage piéton-vélo, comme on aura sur une connexion piétonne, entièrement piétonne, entre la rue de Lyon et le pôle d'échange multimodal, un aménagement où on aura un mix, et des voiries internes au quartier, où on a là des partages plutôt voiture-vélo, où on traite les aménagements en zone 30, et on a normalement une circulation apaisée. Je sais bien que ça pose problème à Marseille, et que les questions se posent pour avoir réellement une circulation apaisée. Donc, ce sont des choses sur lesquelles on travaille pour essayer d'avoir ce résultat-là efficace, et un double sens vélo qui est assuré sur l'ensemble de ces voiries partagées. Très bien. Alors, on a en effet un panel là, des différents types d'aménagements en fonction du trafic, du comportement aussi des usagers. Est-ce qu'on va juste se déplacer pour aller acheter son pain ou prendre un train ou un métro à Gèze, ou alors est-ce qu'on va vraiment d'un quartier à l'autre ou plus lointain? Donc on voit, voilà, il y a différents profils qui sont proposés. Alors là, vous êtes sur des quartiers qui sont en création, des nouveaux quartiers. Mais dans le projet Euroméditerranée, il y a aussi des requalifications de quartiers existants.
Et là, est-ce que c'est aussi finalement simple, je pose la question, je connais un peu la réponse, de pouvoir intégrer les modes actifs à vos projets et sinon, comment vous essayez tant bien que mal de pouvoir donner de la place et redonner de la place aux piétons et aux cyclistes? Tout à fait. Sur les parties, ce que je viens de décrire, ça fonctionne. On a la chance donc de pouvoir recréer du bâti et de l'espace public. Donc on arrive à avoir des voiries qui sont larges et sur lesquelles on repense ou on crée puisqu'ils n'existaient pas. Donc c'est plus facile de proposer quelque chose qui correspond aux attentes actuelles quand on ne part de rien. Sur les quartiers existants, et notamment les quartiers, les noyaux villageois qu'on trouve beaucoup à Marseille, avec des voiries assez étroites. Là, tout ce que je vous ai montré, il n'y avait pas de voirie qui faisait moins de 18 mètres de largeur, en gros, hein, quand il y avait du partage avec des véhicules. Sur les coupes là, qui sont sûrement un peu trop petites pour voir les largeurs de voirie, on est plutôt on est à 9 mètres de largeur. Donc sur des quartiers existants, avec aujourd'hui des usages, notamment de la voiture, qui sont assez présents de la part des habitants. Comme ça a été mentionné aussi avant, c'est que tout le travail d'accompagnement, il n'y a pas que la technique qui compte, c'est aussi comment est-ce qu'on arrive à convaincre les gens d'abandonner la voiture, de ne plus avoir la voiture garée en bas de chez eux. Et du coup, là, les décisions ne sont pas prises, les études sont en cours, mais c'était juste pour illustrer les réflexions qu'on peut avoir en ce moment. Vous avez 3 propositions, 3 variantes sur un même espace de 9 mètres. Qu'est-ce qu'on peut proposer? Est-ce qu'on a un traitement complètement en plateau à 20 km/h qui mélange tous les usages? Est-ce qu'il y aura quand même du stationnement? L'objectif, c'est d'avoir des quartiers animés, végétalisés. Voilà. Donc, c'est vraiment des sujets sur lesquels on échange. On échange, puisque là, j'ai beaucoup parlé de la manière, des propositions, mais évidemment, comme je l'ai dit initialement, on travaille au sein d'une collectivité, d'un territoire. Il y a les collectivités, et du coup, on met au point ces éléments-là avec les services techniques et les représentants élus de la ville et de la métropole sur les territoires qui nous concernent. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, Madame Cadier, pour cet éclairage donc de comment finalement on intègre les modes actifs à l'échelle d'un projet urbain de plusieurs quartiers, à l'échelle interquartier puis à l'échelle du quartier, et avec la comparaison entre ce qui va être créé et l'existant. Bon, c'était très court, et si vous avez des questions, vous pourrez les poser soit après, soit dans l'espace forum. Je voudrais passer maintenant la parole à Audrey Gassian. Alors, Audrey Gassian, l'association collective Vélo en Ville de Marseille fait des comptages réguliers, et les derniers comptages, je n'ai pas le pourcentage, mais j'avais cru voir qu'en tout cas la pratique avait vraiment énormément augmenté depuis le déconfinement, la pratique du vélo. Beaucoup de Marseillais et Marseillaises se mettent au vélo, si ce n'était pas déjà le cas. Et puis, comme vous l'avez dit aussi, il y a des opérations qui leur permettent de se réapproprier les espaces publics à vélo et à pied, avec notamment des opérations de fermeture de voies qui se font régulièrement. Donc moi, j'avais envie de vous poser cette question un peu ouverte, hein, comment finalement la ville agit aujourd'hui ou peut agir, quel levier pour les modes actifs, et donc voilà, si vous voulez un peu nous refaire une petite présentation, même s'il y a des choses dont vous avez déjà parlé en début de séance, mais on pourra un peu plus préciser à ce moment-là. Oui, merci beaucoup. Avec plaisir pour faire une petite présentation de comment on voit la ville. Parce que quand on parle de mobilité et quand on parle de développement des modes doux et actifs, c'est vraiment l'idée de penser la ville différemment. Moi, j'ai été marquée, il y a quelques semaines ou quelques mois, j'avais vu un dessin sur Internet qui représentait en fait la place donnée à la voiture, donc les rues, en l'occurrence, avec une sorte de falaise, et le passage clouté devenait un pont, on va dire un pont piéton pour franchir la falaise. Et c'était très représentatif de comment on voit la ville et de quelle place on laisse aux piétons et aux modes doux et actifs dans la ville par rapport à la voiture. Donc cette voiture qui crée des sortes de falaises, des coupures d'ailleurs territoriales dans la ville, là, très clairement, avec ces passages piétons où du coup les piétons pouvaient être censément en sécurité. Et je trouve que c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça le logiciel qu'on doit changer. C'est à un moment donné, les villes ont été faites, et Marseille est restée très faite sur ce schéma-là, puisque ça n'a pas beaucoup bougé, et à notre grand regret.
a beaucoup été faite pour faire circuler les voitures. Et tout a été adapté aux largeurs des voitures, au stationnement aussi des voitures dans la ville. Et là, tout l'enjeu actuellement de notre municipalité, c'est de faire reculer la place de la voiture en ville. Mais on n'est pas seul, hein, et bien heureusement, parce que les Marseillaises et Marseillais sont sur cette logique-là aussi, de dire les voitures actuellement occasionnent beaucoup, bien sûr, d'embouteillages, beaucoup d'encombrement de l'espace public aussi, avec du stationnement, le stationnement anarchique aussi. Et à un moment donné, on a envie d'une autre ville, d'une autre qualité de ville, et c'est cette qualité de ville qu'on doit porter. Alors, on fait des opérations ponctuelles. Actuellement, on fait la voie libre tous les mois. C'est une opération auquel on tient beaucoup et auquel le maire de Marseille aussi tient énormément. C'était de rendre cette corniche, qui est un espace excessivement privilégié de Marseille, c'est notre terrasse sur la mer à tous et toutes, la rendre aux modes actifs, aux piétons, aux vélos, aux trottinettes. Et en fait, on se rend compte qu'on voit la ville complètement différemment. Déjà, on entend la mer. Quand les voitures ne circulent pas sur la corniche, on entend la mer. Et il y avait un enfant d'ailleurs, parce que moi je vais très très souvent à la voie libre, je pense que je les ai pratiquement toutes faites. Il y avait un enfant qui disait à sa mère, c'est rigolo, la mer elle crépite. Et en fait il entendait la mer sur la corniche en effet, et le bruit des vagues. Et ça, quand on n'a pas le bruit des voitures, c'est une autre façon aussi d'appréhender son littoral et la ville. Il y a quelque chose qui a été dit dans la table ronde précédente, et sur laquelle je voudrais rebondir, puisque Philippe Ginoux, qui est maire de Sénas, disait que la loi 3DS faisait que les maires se posaient la question, est-ce que les maires vont garder la compétence voirie ? Alors, je ne veux pas être techno, hein, parce que ce n'est pas très intéressant, mais c'est vrai que cette loi 3DS nous occupe beaucoup. En l'occurrence, Marseille n'a pas la compétence voirie, contrairement à Sénas. Donc, c'est pour ça que Philippe Ginoux a pu indiquer, il a bien raison, hein, qu'il fait des pistes cyclables. Et on aimerait, nous, comme Sénas, faire des pistes cyclables, mais actuellement, la compétence voirie n'est pas à la ville, elle est à la métropole. Et c'est-à-dire que nous, on ne peut pas créer, on ne peut pas peindre sur le sol. Alors, des fois, voilà, on trouve des subterfuges pour des aménagements temporaires, mais on ne peut pas, en principe, on peut parler pour la police du maire, mais là, actuellement, on ne peut pas, par exemple, poser une borne pour piétoniser une rue de façon durable. C'est la compétence voirie, donc ce n'est pas la ville de Marseille actuellement, c'est la métropole. Donc cet enjeu sur la voirie, même s'il paraît un petit peu technocratique comme ça, c'est très important pour nous parce qu'au final, c'est les aménagements pérennes qu'on va pouvoir faire dans la ville. Et des piétonisations, par exemple, on a un projet qu'on porte, mais pour l'instant, on n'arrive pas à aboutir, parce que, toujours pareil, on n'a pas la compétence, mais sur, par exemple, piétonisation de la rue des Trois-Rois, Vian, Pau-de-Joli, Cruder, donc en fait, c'est les rues entre le cours Julien et la Plaine, et la plage Jean Jaurès. On a envie de faire un grand espace piétonisé. Les deux espaces, on va dire, le cours Julien et la Plaine sont piétons, et on a au milieu des petites rues qui sont à moitié piétonnes, à moitié pas piétonnes. Personne n'y comprend rien, et c'est excessivement dangereux, en l'occurrence, pour tout le monde. Donc, il y a plein d'aménagements à faire qui sont des aménagements pérennes. Les trottoirs aussi. Alors ça, c'est quelque chose qu'on est en train de faire les arrêter. On va libérer les trottoirs du stationnement trottoir-chaussée. C'est ce qui est normal, hein, c'est la loi. Donc Marseille était très en retard là-dessus. Donc on va supprimer progressivement tout ce stationnement trottoir-chaussée qui gêne énormément les déplacements piétons. Je voulais aussi dire que c'était Anne-Laure Baudouin, de 60 millions de piétons, qui avait dit, juste en introduction, que d'autres villes avaient fait des essais-erreurs et que l'avantage à Marseille, c'est que comme on n'avait pas beaucoup essayé de choses, on n'avait pas fait beaucoup d'erreurs. Alors moi, j'aime bien son optimisme. Du coup, on va essayer de se servir de tout ce qui a été fait ailleurs et de toutes les erreurs qui ont été faites ailleurs pour avancer encore plus. Et en tout cas, c'est le souhait de Marseille, récupérer cette compétence voirie, vous l'aurez compris. Également, tous ces aménagements qui vont servir, en tout cas, on l'espère, hein, c'est toujours pareil, l'autre DS, c'est pas calé, mais on est quand même en bonne voie. On espère aussi faire des pistes cyclables sécurisées. Olivier Schneider donc, l'a rappelé, Marseille est clou rouillé du classement des villes cyclables. Donc on va essayer de sortir la dernière place qui est une honte absolument pour la deuxième ville de France. Donc pour avoir des aménagements, pour développer la pratique du vélo, parce que vous l'avez dit, il y a une explosion de la pratique du vélo, mais on sent que les réticences, et pareil, Olivier Schneider l'a rappelé, c'est aussi de se dire, là, on a toutes les personnes qui, même sans infrastructure, font du vélo. C'est bon, ils en font, ils sont dans les rues à Marseille, mais on a besoin aussi de convaincre les autres. Et alors dans les programmes aussi qui vont être lancés, dont la FUB a parlé aussi, la ville de Marseille va être partenaire et s'inscrit dans le programme Savoir rouler à vélo,
qui est un programme à destination des enfants, des petites Marseillaises et des petits Marseillais. À Marseille, il y a 80 000 enfants dans nos écoles marseillaises. Et l'objectif, alors on sait qu'on a beaucoup, pareil, on a beaucoup de retard sur beaucoup de sujets dans les écoles. On a aussi l'apprentissage de la nage. Ça a été dit depuis des années, on a une problématique sur les enfants qui ne savent pas nager à Marseille. Et pareil, c'est une honte absolue. Il faut aussi que les enfants sachent faire du vélo. Donc on s'inscrit dans ce programme de savoir rouler à vélo. Et on veut aussi faire des rues des enfants. C'est des rues apaisées autour des écoles pour les mobilités douces et actives et pour qu'enfin, en principe, la carte scolaire est faite à Marseille aussi. C'est pour que l'école soit à grande proximité, on va dire, du domicile. Donc en principe, on n'a pas besoin de prendre sa voiture pour aller à l'école. Donc il faut qu'on encourage du coup ces déplacements pour aller à l'école en vélo et à pied. Et donc on veut faire des rues des enfants pour apaiser la circulation. Là encore, on a besoin d'aménagements pérennes parce que des aménagements temporaires, ça ne suffira pas. Donc c'est toujours pour ça qu'on veut aussi cette compétence voirie. Et sur ça, on va être aussi accompagné par le CEREMA pour donc, tout ce qui n'est pas aménagement voirie, mais tout ce qui est, on va dire, signalétique extérieure et comment, à un moment donné, on sensibilise au fait qu'on est sur une rue des enfants et qu'on est dans un environnement apaisé. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, Madame Gassian. J'aurais eu quelques questions, mais le temps est compté. Et vous avez fait une belle transition en donnant la main virtuellement à Sylvain Michelon du CEREMA, qui, du coup, va peut-être porter un regard un peu plus dézoomé, plus 360 sur le vélo. Le CEREMA, qui est l'agence technique de l'État et qui accompagne les collectivités dans les défis de l'adaptation au changement climatique. Et donc là, notamment, un petit focus sur la marchabilité et la cyclabilité. Je vous laisse la parole, Sylvain. Merci. Je vais commencer en fait un peu l'introduction de mon propos en évoquant une notion que je trouve assez importante, qui peut paraître une évidence pour beaucoup d'entre vous qui sont là, mais pas forcément pour tous. Et c'est souvent quelque chose qu'on perd de vue quand on fait de l'aménagement, quand on est dans le projet, quand on est confronté aux contraintes de l'aménagement. On se demande souvent pourquoi le vélo, il marche ou il ne marche pas. On fait des pistes cyclables, il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. En fait, quand on regarde dans les offres de mobilité, quand on regarde la concurrence qu'il a en voiture, en transport en commun, on se rend compte que le vélo, mais c'est aussi valable pour la marche, ça a énormément de qualités, de la flexibilité, de la souplesse, c'est pas cher, ça permet de faire du sport. Et c'est ce qui explique en grande partie quelque part le succès qu'a le vélo auprès des usagers aujourd'hui. C'est pas cher effectivement pour la puissance publique, ça demande quand même des investissements moindres. Et ça, c'est pas un petit critère au jour d'aujourd'hui. Et c'est souvent les arguments qui sont mis en œuvre, en place, enfin qui sont avancés quand on discute de projets sur le vélo. Il y a beaucoup d'avantages. Mais quand on demande finalement aux usagers, et je pense notamment aux usagers qui font du domicile-travail, quand on demande pourquoi ils ont choisi le vélo, ça c'est des enquêtes et le retour d'expérience, ils ne disent pas que c'est parce que c'est un mode décarboné, écologique. Ils le disent, oui, ou parce que ça fait faire du sport. Ils disent avant tout que c'est parce que c'est plus pratique pour le déplacement qu'ils veulent faire. Et ça, c'est, je trouve, une notion qui est fondamentale dans les aménagements pour les vélos. C'est toujours d'avoir en tête que ce que doivent produire les acteurs du système vélo, la puissance publique, les experts, l'expertise du CEREMA et d'autres, les élus évidemment, c'est d'arriver à rendre le vélo, mais c'est pareil pour la marche, plus pratique dans la vie quotidienne. Alors quand on a dit ça, on a tout dit, on n'a rien dit. Qu'est-ce que ça veut dire rendre le vélo plus pratique finalement dans la ville ? C'est là qu'on retrouve un petit peu ce qui a été dit ce matin. L'échelle de la rue qu'on connaît tous, avec ces problèmes de partage de voirie, de choix à faire sur les aménagements. C'est l'échelle la plus difficile pour les techniciens comme pour les élus. Et en fait, produire de la qualité de service, de la qualité d'usage et de service pour des déplacements de vélo de longue distance, parce que là, on ne parle plus de quelques centaines de mètres à faire tous les jours. On parle de domicile-travail qui font 6-10 km, voire maintenant avec l'assistance électrique, 20 km. C'est quelque chose qui peut... il y a une exigence d'efficacité et d'efficience dans les aménagements qui sont produits dans la ville. Et cette exigence, on ne peut l'aborder qu'à 3 échelles, en fait. Donc l'échelle de la rue, c'est le partage de voirie. C'est là où on a le plus de difficultés, en fait, parce que les usages sont là, ils sont présents, ils pèsent. La présence de la voiture, mais pas seulement. C'est pas seulement forcément du stationnement, ça peut être des livraisons, des accès au commerce.
Et le partage de voirie est très très difficile à faire sur des bouts de rue, ça, tous les techniciens de voirie, les élus, je pense, ont eu ces difficultés-là. Et donc, c'est fondamental de rendre ces rues plus cyclables, mais c'est fondamental, et moi je trouve que c'est la meilleure échelle pour développer le vélo, c'est plutôt celle de la ville, de ses quartiers et des relations qu'il peut y avoir entre les communes, enfin des liens qu'il peut y avoir entre les communes. C'est donc l'échelle de la ville et des quartiers. Parce qu'en fait, à cette échelle-là, on cherche vraiment à faire du vélo sur pratiquement du porte-à-porte sur 6 à 10 km. Et à cette échelle-là, on n'a pas forcément besoin d'avoir des pistes, des bandes cyclables, des infrastructures vélo sur tous les axes de voirie. La voirie, ça coûte cher à entretenir, ça coûte cher à concevoir, il y a beaucoup de linéaires. Et tout l'enjeu de développer du vélo, la marchabilité, la cyclabilité des villes, c'est d'essayer de travailler, je dirais, plutôt à l'échelle de la ville, en créant des itinéraires et cyclables, des parcours, plus exactement, des parcours cyclables de porte à porte. Et à cette échelle-là, en fait, on a un peu deux leviers. On a les grands axes de circulation, qui quand même ont des fonctions circulatoires et de desserte intercommunale. Sur ces axes-là, c'est très important d'avoir justement ces aménagements cyclables, souvent séparés de la circulation, parce que c'est là qu'ils sont sécures, parce que c'est des axes où il y a un peu plus de vitesse aussi, que ce soit des bus ou des voitures. Mais on a surtout aussi, à l'échelle de la ville, l'autre levier qu'on oublie un peu trop souvent, et c'est le levier qui parle plus à la marchabilité, à la cyclabilité, c'est au sein des quartiers, ça a été très bien dit avant, on a des quartiers, on ne voudrait pas qu'ils soient des quartiers de transit, on ne voudrait pas qu'ils soient des quartiers surencombrés par la voiture. Il y a d'autres usages, il y a la mobilité des enfants, il y a la mobilité des seniors, on a des territoires où il y a de plus en plus de seniors, la mobilité des PMR, nature en ville, îlot de chaleur, ça a été très bien dit par Euroméditerranée. Et dans ces quartiers-là, sur ces voiries secondaires, qui sont des voiries dont la fonction est quand même d'être de la desserte locale, on n'a pas trouvé du transit qui contraint la mobilité des piétons comme des vélos. Donc c'est le contrebalancier finalement pour obtenir aussi le porte-à-porte faisable en vélo, c'est d'arriver à apaiser le fonctionnement de ces quartiers. C'est quelque chose sur lequel on travaille depuis pas mal d'années au CEREMA dans les programmes comme Une voirie pour tous. Et ça se fait par la modération de la circulation, ça se fait par un plan de circulation. Ça a été très bien dit ce matin. Et c'est ce que font des villes comme Bruxelles et Barcelone, de mémoire. Ils utilisent beaucoup le plan de circulation pour arriver à modérer le niveau de trafic, modérer la vitesse. Et il y a un troisième élément qui gêne vraiment ces deux premières échelles d'intervention. Ça a été très bien dit aussi, c'est qu'on a quand même des quartiers où il y a énormément de voitures. Alors, en circulation, oui, mais surtout en stationnement. Et là, c'est là où le partage de voirie est le plus difficile. Comment arriver à faire bouger des voitures qui, des fois, il reste une journée, voire même une semaine. Et avec des mobiliers dans les rues, anti-stationnement, qui sont, il faut le reconnaître, qui sont des barrières, des obstacles physiques aux piétons, aux personnes à mobilité réduite, aux enfants, etc. Donc, à cette échelle-là de la ville, à cette échelle du quartier, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, on a beaucoup plus d'outils aujourd'hui pour travailler le vélo dans cette maille. Et on voit que c'est indispensable. Je finirai par la troisième échelle. Finalement, comment arriver à diminuer le stationnement, comment arriver à ce que les gens qui habitent ces quartiers-là, ils n'ont pas forcément aussi une mobilité complètement interne à la ville dans laquelle on travaille. Ils peuvent se déplacer sur 15, 20, 30 km parce qu'ils travaillent tout simplement ailleurs. Et là c'est l'intérêt de la troisième échelle qui est la moins évidente à percevoir. Le monde du vélo n'est pas focalisé sur cette échelle-là, à part sur l'intermodalité, peut-être avec les réseaux ferroviaires. Mais pour moi, elle est complètement indispensable. Parce que si on veut arriver à désencombrer finalement l'espace public qui est au sein des villes, au cœur des villes, c'est en essayant de faire en sorte que les gens qui aujourd'hui stationnent dans ces quartiers-là, ils aient des alternatives. Et comment mettre en place des alternatives, pas à l'échelle de 5 km, mais à l'échelle de 10-20, c'est tout l'enjeu des plans de déplacement des mobilités, les anciens plans de déplacement urbain, comme celui notamment de la métropole Aix-Marseille-Provence, parce qu'ils vont développer des alternatives à la voiture, ils vont diversifier les offres de mobilité à cette échelle-là. Et ce qu'on vise dans tout bon plan de déplacement de mobilité,
c'est quand même d'arriver à faire baisser la motorisation des ménages. Si on veut que les gens n'aient pas le réflexe systématique de prendre la voiture, il faut leur offrir des alternatives. Et ces alternatives-là, on les trouve dans les réseaux de transport en commun. On les trouve de plus en plus sur la métropole. La métropole n'a pas la chance d'avoir un réseau de TER aujourd'hui suffisamment efficace pour la mobilité du quotidien. On les trouve sur des nouveaux produits dans la mobilité, les voies bus, les pôles d'échange sur autoroute. On peut penser qu'ils auront un effet intéressant un jour sur la motorisation au cœur de Marseille. De la même façon, le covoiturage aujourd'hui est certainement sous-exploité, parce que le covoiturage, c'est quelque part remplacer 2 voitures par une, et ça a un effet direct sur le stationnement. Donc, on le voit bien, c'est toutes les villes qui ont réussi et qui sont dans le top du classement des villes cyclables et marchables. Si je prends les exemples que vous connaissez très bien, Strasbourg, Grenoble, Rennes, maintenant peut-être Lyon, un jour Montpellier et Paris Intramuros. Si le vélo se développe autant, c'est aussi parce que y a eu des réseaux, voilà, il y a eu des grands réseaux, sur les grands réseaux qui sont au-delà de la ville du quart d'heure. On a pu offrir aux usagers, aux voyageurs, des alternatives qui maintenant permettront et permettent de plus en plus de diminuer la motorisation des ménages. Et la deuxième voiture au sein des villes, elle est coûteuse pour tout le monde, pour les ménages qui ont à la financer, à la payer dans leur budget, mais elle est coûteuse sur l'espace public. Très bien, merci pour ce propos très complet où on voit qu'en effet, on parle de vélo aujourd'hui, de marche, mais finalement, parler vélo et marche, c'est aussi parler d'autres mobilités, les mobilités partagées, et vous l'avez évoqué, le covoiturage et autres. Je sais que vous aviez aussi à cœur de nous partager quelques types d'aménagements. Alors, je ne vois pas dans la salle de mettre du temps. Pourtant, il y a écrit 0 minute à l'écran, donc je ne sais pas si je peux encore donner la parole à mes intervenants. En tout cas, n'hésitez pas, Gomette, à venir nous couper si on dépasse un petit peu. Peut-être avant que vous présentiez la boîte à outils du CEREMA qu'on a vu à l'écran, juste je voulais me retourner vers les différents intervenants. Est-ce que vous avez des réactions par rapport aux propos de Sylvain Michelon? Est-ce que ça vous fait réagir par rapport à vos propres projets? Est-ce que vous avez envie de réagir par rapport à ce qui a été dit? Oui, sur le stationnement, notamment sur la dernière partie de l'intervention, c'est vrai que la question du stationnement dans la ville, c'est une question importante. Et c'est de voir, à un moment donné, qu'est-ce qu'on propose comme solution pour le stationnement des résidents, mais aussi pour empêcher les voitures des personnes qui ne vivent pas forcément dans la ville de rentrer. Alors les empêcher, l'objectif, c'est pas de les contraindre, c'est de proposer des solutions. Moi, je pense que c'est comme ça aussi que se fait l'action publique, et c'est comment on organise des parkings relais avec un réseau de transport en commun ou aussi avec des vélos à disposition en partage, par exemple, pour, à un moment donné, qu'on puisse avoir ce flux de voitures qui ne rentrent pas dans la ville, mais où les personnes ont des solutions de mobilité efficaces, rapides et peu coûteuses. Très bien. Écoutez, oui, peut-être on va prendre une dernière remarque parce qu'on me fait signe que finalement, c'était bien clôturé. Et je vais du coup, merci, si vous voulez, le mot de la fin. Mais je poursuis exactement ce que vient de dire Madame Gassian et les perspectives ouvertes par la réflexion de Monsieur Michelon. Concrètement, dans les quartiers où l'on travaille, où l'on aménage, comme il n'y a pas de stationnement, c'est vrai que c'est un enjeu sur lequel on essaye de travailler. Et il n'y aura aucun stationnement résidentiel offert en surface, en dehors de la problématique des quartiers déjà existants que je vous ai mentionné à la fin. Il n'y aura que des stationnements d'usage, donc avec effectivement de l'autopartage, de l'IRVE sur voirie, du PMR éventuellement. Et il faut, pour accompagner la décarbonation, effectivement travailler sur des solutions innovantes de centrales de mobilité. Donc ça, on essaye de le mettre en place aussi à travers des zones très identifiées dans le projet, où on va essayer d'offrir, alors non seulement l'objectif c'est de ne pas avoir la deuxième voiture, mais peut-être de ne pas avoir de voiture du tout, avoir des solutions d'autopartage qui répondent à l'ensemble des besoins des usagers. Ça peut être la sortie, le besoin sur une journée, mais d'avoir des petits utilitaires, d'être capable de partir en vacances. Voilà, donc ça c'est vraiment sur les quartiers en création, il faut qu'on adresse l'ensemble de ces besoins-là.
Très bien, merci à toutes les intervenantes et les intervenants. Je vous propose de les applaudir.